Bonjour à tous, bonjour Paul, Bonjour à tous, bienvenue. bienvenue. Merci de vous être inscrit et de suivre cet événement LinkedIn en direct autour de la thématique des tests de non-régression dans le cadre d'une migration OTL. On voulait voilà, vous partager nous les leçons qu'on a tirées des travaux sur ces sujets-là et l'outil qu'on a pu réaliser au sein de DNU suite à quelques années autour des travaux d'ETL, de migration, de data management. On sait que c'est un sujet qui revient fréquemment et qui est là, ça retombe souvent sur des écueils. Au niveau de l'agenda du jour, on fera une grosse place à la démonstration au cas de test hein, dans le troisième point. On va débuter pour partager effectivement ce que nous, on voit comme spécificité de ces projets-là de tests de non-régression et derrière les étapes qui nous paraissent intéressantes à mettre en place pour réussir ces missions, ces projets, avant d'enchaîner sur la partie produit que Paul nous présentera. Vous pouvez nous communiquer avec nous au niveau du chat si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poster au fur et à mesure. Si on arrive à les intégrer dans la discussion et dans le déroulé, on les traitera au fur et à mesure. Sinon, on les reprendra en fin de rendez-vous. Au niveau du chapitre 4, où on aura une dizaine de minutes. Donc, on va passer 30-35 minutes ensemble pour voir ces thématiques. Les, dans le cadre d'une migration ETL, on est très souvent dans un projet, dans une migration technique. C'est-à-dire que c'est un choix de la DSI de changer de logiciel ou c'est une contrainte imposée par l'éditeur sur une fin de support de licence. Donc, on va avoir effectivement notre chaîne legacy dans l'ancienne version et la nouvelle qui est construite euh, pour le futur. Donc, on va pas avoir des tests métiers comme on peut avoir sur la mise en place d'une application ou sur d'autres sujets. On doit s'assurer qu'effectivement sur la fin, on a la même chose au niveau de la cible. Donc, on peut intégrer des équipes MOA, mais c'est souvent effectivement les MOE qui ont des tests à faire à ce niveau-là, qui doivent garantir qu'effectivement en sortie, au niveau des bases, des fichiers ou des rapports, on a la même chose une fois qu'on aura fait la bascule. Dans les faits, on constate souvent effectivement des écarts au niveau des résultats des cibles. Et après, le travail d'analyse et de recherche d'où vient l'écart. Donc l'écart, il peut venir de la chaîne ETL ou des scripts, donc il y a eu des changements dans le cadre de la migration, mais il peut provenir également des données sources ou des fichiers et des tables de paramétrage. Et il y a souvent effectivement des cas là-dessus, plutôt sur les préparations d'environnement, qui vont générer ces écarts et ces erreurs-là. Les effets de ces erreurs et de ces écarts, on va augmenter le délai et le planning de migration va dériver en générant de la charge de travail supplémentaire au niveau des équipes, notamment des équipes techniques MOE, pour cette analyse, pour les corrections, pour s'assurer les recherches des jeux de données, tous ces points-là. Donc, le délai, les coûts hommes, mais aussi potentiellement les coûts machines ou licences. Dans le cadre d'une bascule d'ETL, on va potentiellement être obligé de renouveler des licences qu'on avait prévu de décommissionner et on va être obligé de maintenir une infra qui devait être également décommissionnée. Donc en termes de coûts, de charges, il y a un réel impact. Et l'impact qui est également très important, même s'il est moins mesurable, c'est une prise de confiance au niveau des utilisateurs métiers qui peuvent se retrouver avec des données qui ne correspondent pas à ce qu'ils avaient habituellement, euh, alors que c'est effectivement un changement que eux n'ont pas sollicité. Et voilà. Et ça va amener cette défiance, cette crise de confiance qui va traîner après dans le temps. Sur la base de ces constats et de ces conséquences, on a réfléchi chez DNU sur comment on pouvait justement mettre en place des solutions pour maîtriser et sécuriser ce type de périmètre. Les solutions, elles sont finalement assez simples. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'assure d'avoir les mêmes jeux de données qui sont au niveau legacy et au niveau new.
qu'on utilise les mêmes fichiers de paramétrage, les mêmes tables de paramétrage, et qu'au niveau des résultats attendus et des scripts de recettes, on utilise bien la même chose sur les comparaisons. Donc ces solutions-là, ces choses à mettre en place, elles sont très simples, mais il faut qu'elles soient entourées d'un process mis en place et qui soit très rigoureux sur la préparation d'environnement et sur ce qu'on déroule derrière. Et c'est plutôt là, effectivement, que l'identification des étapes et du process est important. Pour nous, il y a voilà, les étapes qu'il va y avoir, c'est on a les environnements qui doivent être mis en place. Donc, quand je dis environnement, c'est les environnements de données, de stockage de données qui sont utilisés dans les chaînes de traitement et également les environnements d'exécution. Donc, dans les exécutions des ETL, des deux versions dont on parle dans le cadre des non-régressions. La préparation des jeux de données, qu'est-ce qu'on va mettre en entrée, effectivement, de ces chaînes-là, et également les données de résultats attendus, de la manière dont on va les organiser, les archiver, les versionner, pour s'assurer qu'on va bien utiliser sur les deux chaînes à chaque fois ces deux versions-là. Derrière, on réalise et on organise nos scripts de test, et on va passer derrière à l'exécution de nos chaînes de traitement, de nos scripts de test, et pouvoir à ce moment-là analyser les résultats. Voilà comment nous, on a ce qu'on a identifié, ce qu'on a découpé, ce qui nous paraît important de mettre en place pour pouvoir justement maîtriser cette chaîne-là. On va passer là-dessus plutôt sur l'aspect démonstration d'outils pour que Paul puisse nous faire le lien avec l'outil Tor qui a été réalisé. Alors, l'application a été pensée exactement comme le slide que vous venez de faire. Donc on a, des séparations de type environnement, de jeu de données, de tests et de rapports. Donc dans les environnements, on va pouvoir déclarer, tout un tas d'environnements qui concernent, le test de non-régression. Il y a beaucoup d'environnements qu'on peut choisir, pour se connecter soit à un environnement d'exécution, soit un environnement de stockage. Donc à chaque fois avec ce qu'il faut pour paramétrer correctement euh, les connexions afin de pouvoir interagir avec correctement dans tous les cas. On a aussi la partie jeu de données. Donc la partie jeu de données, on va pouvoir uploader des fichiers qui sont utilisés régulièrement. Par exemple, dans le cadre d'un test de non-régression, on a souvent le même fichier client qui est utilisé pour plusieurs tests. Au lieu de l'uploader à chaque fois, on va pouvoir le sauver dans un jeu de données et pouvoir l'utiliser derrière, non seulement dans la préparation des jeux de données, mais également pour, j'ai besoin en sortie d'un flux, de vérifier qu'un fichier produit par l'exécution est conforme à un autre fichier, et je n'ai pas envie de l'uploader à chaque fois, et ben, je peux tout à fait créer un jeu de données avec un upload de nouveaux fichiers sans aucun problème. Et pour le petit plus, on a accès au contenu si c'est du texte ou enfin quelque chose de lisible ou quelque chose qui est téléchargeable directement. Bon, le test est sommaire, mais vous comprenez l'idée. Ensuite, on a la partie test. Donc là, on va retrouver l'intégralité des tests qui sont paramétrés dans le cadre des tests de non-régression. On va faire un focus un peu plus tard sur la partie détail, mais on a d'entrée la possibilité de choisir les utilisateurs qui ont accès au test, si ces utilisateurs ont des droits restreints. On verra juste après la partie utilisateur. Sur cette page, on a le statut, on a le lien vers les rapports et un petit bouton pour exécuter l'intégralité du test. Ces tests vont produire des rapports. Donc, pas celui-là, celui-là. Sous cette forme-là, où on va avoir l'intégralité des exécutions qui sont recensées avec des petites réductions pour ne pas surcharger la page, avec l'intégralité des vérifications qui ont été faites, avec des fois des petites précisions si besoin d'en apporter. Bien sûr, on a aussi accès aux logs d'exécution, donc les logs des flux qui ont été exécutés sont accessibles directement avec ce petit lien.
Sur la partie utilisateur, donc on peut déclarer autant d'utilisateurs qu'on veut, avec des droits plus ou moins étendus. Donc, par exemple, là, on a le cas chez un client, qui voulait un accès uniquement métier pour exécuter et vérifier les rapports, exécuter les tests et vérifier les rapports. Donc, on est capable de limiter l'accès uniquement aux tests et aux vérifications. Donc, utilisateur, là, pourra se connecter, exécuter des tests, vérifier les configs s'il a envie de le faire, mais il ne pourra rien modifier. Il pourra juste lancer les exécutions et voir les rapports. Ce qui correspond à, donc oui, comme le nom l'indique, à plutôt une utilisation de type MOA. Et enfin, on a une piste d'audit qui permet de tracer au niveau back-end tout ce qui est effectué par Tor et lancé par quel utilisateur si jamais il y a un souci pour une piste d'audit en bonne et due forme. Donc là, on va passer au cas de test. Donc, on vous a préparé effectivement différents cas de tests qui nous paraissaient représentatifs dans le cadre des tests de non-régression sur la migration de TL. Le premier que vous allez voir, donc c'est un cas qui part effectivement de fichiers plats et qui va alimenter une table en base de données. Et les résultats sont qu'on a la même chose dans le legacy et la même chose dans la nouvelle chaîne. Ça, ce sera le premier cas qu'on va dérouler. Le deuxième cas, c'est la même architecture. Donc, on part de fichiers, on va dans une base. Par contre, on a un écart au niveau des données en table et on verra effectivement et l'exécution et les résultats et ce qui ressort et ce qu'on peut voir là-dessus. Et enfin, le dernier cas qu'on va vous présenter, c'est on part de tables qui vont se déverser dans des fichiers et là on aura de la comparaison de fichiers avec certaines choses, certaines lignes qui sont identiques et certaines lignes qui sont en écart, donc qui seront dans le legacy et pas dans le new, ou dans le new et pas dans le legacy. Voilà, on va pouvoir dérouler, Paul va nous dérouler ces cas-là dans l'interface pour que vous puissiez effectivement avoir une idée de comment fonctionne l'outil, comment fonctionne l'exécution des chaînes de traitement, des tests et de ce qu'on peut visualiser. Je te laisse la Fort main, bien. Paul. Donc là, on est sur donc, le cas 1, qui est donc un chargement de fichiers en table. Je l'ai appelé OK parce que normalement, il est OK sur les vérifications. Donc là, je vais le lancer. Hop. Il change de statut, il est en cours et on va pouvoir aller. Là, je ne peux pas aller dedans, mais j'ai fait une copie pour qu'on puisse aller regarder un peu ce qu'il y a dedans. Donc, on n'a pas de préparation de jeu de données ici. On a juste deux exécutions qui sont faites sur la console d'administration Talend avec un ancien fichier, un ancien flux et un nouveau flux qui vont être exécutés par le test. Et en termes de vérification, j'ai fait une vérification simple qui permet de dire je vais dans l'environnement legacy, je vais faire une comparaison SQL avec l'environnement migration et je vais lancer le même SQL sur les deux bases et vérifier les résultats. Donc si je reviens au test, voilà, le cas 1 tableau OK, il est terminé et là je peux aller voir le rapport. Voilà. Donc C'est bien le bon qui s'est exécuté à c'est bien bon. 11h13, le 6 Voilà, février. exactement. On a la log donc des jobs qui ont été lancés via la console d'administration Talend. On a accès à ces logs et on a vu que le check table, il est OK. Donc ce façon nominale fonctionne bien. On va créer le test ensemble pour le deuxième cas. Je vais l'appeler plutôt K2, voilà, table KO. Je vais dire que le MOA user a bien accès à ce test et qu'il pourra le lancer quand il se connectera. Il est en état initialisé. Donc je vais aller dedans. Je vais ajouter un jeu de données prédéfini qui va pas servir au flux, mais juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Voilà. Donc ce fichier client qui provient des jeux de données sera uploadé dans le test in de l'environnement HomeFTP. Donc sur les exécutions,
je vais passer par l'attaque, la console d'administration Talend, et là, on voit que le Tor, il est capable de discuter avec la console d'administration Talend et de récupérer la liste des jobs qui sont disponibles dans la console d'administration. Je vais paramétrer mon premier, je vais paramétrer mon deuxième, à savoir qu'on n'est pas du tout restreint sur les environnements qu'on peut mettre ici, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait mélanger des environnements. On peut avoir une console d'administration Talend, on peut avoir un cloud Informatica, on peut avoir du SSH, on n'est vraiment pas restreint là-dessus. Donc pour le coup, là, les deux jobs sont dans la console d'administration Talend. Donc là, je vais prendre celui-là, voilà. J'enregistre mes exécutions. Et dans la vérification, je vais ajouter une vérification checktable, on l'a dit, sur l'environnement legacy, de type comparaison SQL, sur la migration, et je vais reprendre mon petit SQL, et je vais valider. Donc là, je peux revenir au test, et le K2 tableau KO, il est prêt pour traitement. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer dessus. Excuse-moi, je me permets pendant que ça s'exécute, Paul, on a une question au Oui, niveau du chat sur savoir si Tor discute indifféremment avec TAC ou TMC, donc avec l'administration console de Talend en version on-premise ou en oui, oui, version oui, cloud. oui, oui, tout à fait. Dans les environnements, on a un TMC test ici. Quand on crée un environnement, qu'on est de type TMC, voilà, on choisit la région, on met le jeton de notification et il s'est discuté avec. Sur la partie test, comment ça se traduit? Je vais prendre le cas un tableau quai. Je vais aller dans les exécutions. Voilà, hop, TMC test. Et là, ça fonctionne de la même façon, a priori. Voilà, donc là, ils discutent. Ça, c'est tous les jobs qui sont sur la TMC. Donc, indépendamment de que ce soit TAC ou TMC, on a les mêmes types d'accès. Si je reviens au test, voilà, le cas de table KO, il est terminé. Je vais voir le rapport. Et là, on a les deux logs des deux jobs que j'ai paramétrés. Et le check table, il me dit que c'est KO. Donc on a un premier niveau de rapport qui dit qu'il y a plus d'enregistrements dans migration que dans legacy. Et quand on voit tout le rapport, en fait, il va faire le full delta entre les deux. Donc ce qui est présent dans legacy, pas dans migration, ce qui est présent dans migration, mais pas dans legacy. Donc on retrouve très rapidement les enregistrements sur lesquels il faut se focaliser en cas d'erreur. Donc là, je vais revenir au test. Donc là, on va lancer le K3. Donc le K3, pour rappel, c'est je pars d'une base et je vais produire un fichier. Donc on est sur des vérifications qui sont plus du style SQL, plus du type SQL, mais plutôt du type fichier. Donc là, je vais le lancer, puis on va aller le voir dans la copie, comment c'est paramétré. Il va me demander, quand je lance l'exécution, un fichier, parce que j'ai paramétré un fichier utilisateur pour la vérification. Donc voilà, il me demande préparation de fichier, le libellé de la vérification, puisque c'est un type vérification, c'est comparaison fichier old utilisateur. Donc là, je choisis un fichier, hop, on fait chez client, je valide, et le test se lance, et les traitements en cours. Donc on va aller voir comment il est paramétré. Donc pas de jeu de données en entrée, deux exécutions, qui sont toujours sur la console d'administration Talend. Et sur les vérifications, on va retrouver donc la comparaison fichier old utilisateur, qui est un type de vérification comparaison fichier. Le fichier à comparer dans l'environnement Home FTP, c'est celui-là. Donc on note que les regex sont permises, ce qui est très important parce que souvent les fichiers qui vont être produits par les flux sont horodatés. Et on dit que le fichier témoin, c'est un fichier utilisateur. Donc le système sait qu'il doit demander systématiquement un fichier utilisateur au lancement du test. On a aussi la possibilité de contrôler la date du fichier, parce que surtout dans le cadre de fichiers horodatés, on peut se retrouver avec plusieurs fichiers du même type dans les répertoires. Donc, contrôler la date du fichier, c'est juste s'assurer que le fichier qu'on cherche, il a bien une date de création qui est supérieure à la date de lancement du test dans Tor. Donc, ça permet effectivement de ne pas récupérer de vieilles données qui n'auraient rien à voir avec le test. Sur les autres comparaisons fichiers,
on a le même type, mais on va utiliser un jeu de données qui est prédéfini, donc qui provient des jeux de données Tor. Donc on va le comparer au fichier client. Une comparaison fichier old and new, là, on va prendre le fichier qui est produit par un flux et puis on va le comparer avec le fichier qui est produit par l'autre flux, en passant par l'environnement OMFTP toujours. On a des contrôles un peu plus simples avec un contrôle de nombre de lignes, tout bête. Ici, c'est un autre contrôle de ligne. Et aussi des contrôles très, très succincts de est-ce que le fichier est présent ou pas. Et donc, tout ça va me fournir un rapport. Et on a une dernière petite vérification qui est un peu différente des autres. C'est on va pouvoir mettre à disposition n'importe quel fichier de n'importe quel environnement. Donc, dans ce cadre-là, c'est le fichier qui est produit par un des deux flux à disposition de l'utilisateur dans Tor, dans le rapport, pour qu'il puisse le visualiser directement. Donc, quand je reviens au test, mon K3, il est terminé et je vais voir le rapport. Donc, comme d'habitude, on a les deux logs des deux exécutions qu'on a paramétrées. Et là, on a le rapport. Voilà, le nombre de lignes, celui-là, il est KO. Il n'a pas le nombre attendu. On attendait 99 et il y a 101 lignes. Donc, le contrôle est KO. Non-présence, le fichier est bien présent. Donc, le contrôle est KO. Comparaison, fichier old and new. Donc, ça, c'est le contrôle qui compare les deux fichiers qui sont issus des deux flux d'exécution. Et il me dit il y a plus d'enregistrements. Donc, il y a 101 versus 100. Et comme on a vu tout à l'heure avec le SQL, on a directement accès aux enregistrements qui sont en différence d'un côté comme de l'autre. On fait un full delta. Sur les autres contrôles, on est tout en OK. Donc toutes les autres comparaisons sont OK, c'est exactement les mêmes données. Et on a le getFile qui nous permet justement de télécharger le fichier. Et quand je vais l'ouvrir, ça a été produit par le flux, un des deux flux d'ailleurs, qui ont été lancés par le test. Et voilà, on a atteint la fin de la démo. D'accord, bah merci Paul merci pour cette démo. On va voir effectivement maintenant s'il y a des questions en dehors de celles qu'on a eues pendant la séance. J'ai tenté effectivement d'écrire dans le chat que vous pouviez poser des questions au fur et à mesure, parce qu'il y a des personnes qui se sont connectées au fur et à mesure, mais il semble qu'on ait un petit bug technique et donc le message n'est pas parti. Donc si effectivement vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager. On va attendre nous un petit peu pour vous laisser le temps de réagir. En attendant, si vous avez effectivement derrière a posteriori ou si vous avez des points particuliers à adresser, n'hésitez pas à nous contacter, hein, à nous contacter sur LinkedIn ou directement sur nos coordonnées. Je fais un petit passage sur les coordonnées. Voilà, si vous voulez derrière nous contacter par mail ou par téléphone ou via LinkedIn, hein, parce que de toute façon on est connecté à la page d'INU et vous pouvez nous adresser sur le profil. Si vous avez voilà, si vous voulez creuser certains sujets ou avez certaines questions, n'hésitez pas à nous les transmettre et à nous contacter a posteriori. On a une autre question, savoir s'il est possible d'enchaîner des tests. On est plus parti pour l'instant sur un enchaînement directement sur le test lui-même. Donc on peut surcharger en fait un test pour effectuer plusieurs exécutions. Après, on peut tout à fait envisager d'enchaîner ou d'avoir un bouton qui permet de lancer plusieurs exécutions. À savoir que on peut avoir tout à fait plusieurs exécutions qui se lancent en même temps parce que derrière, le système est totalement asynchrone. Donc avoir plusieurs exécutions en même temps, c'est pas un souci. Okay. Est-ce que ça répond, Hervé, à la question? J'en profite pour pendant qu'on est sur ce cas-là, parce que c'est vrai qu'on a parlé, on a vu dans l'interface la notion, enfin on exécutait nous nos tests effectivement sur la partie talend. Il y a une question sur TAC ou TMC, il peut y avoir des questions sur
sur est-ce que c'est utilisable sur d'autres ETL. Paul, je te Ah oui, laisse, je te laisse bah, répondre aucun juste aucun après. souci à partir du moment où, l'ETL en question, enfin l'administration de l'ETL en question a une API, on peut tout à fait l'intégrer, dans Tor. Que ce soit de l'informatica cloud ou du Google, enfin des flux Google, enfin tout tout pourquoi on a des API, permet de l'intégrer dans Tor. On avait vu aussi que sur la partie data Oui, stage, il y oui, avait oui, des tout à fait, API Data Stage également. qui pourraient être effectivement récupérés et exécutés et suivis à partir de Tor. On arrive au bout des questions, a priori. Donc, soit tout a été très clair, ou pas. Mais non, non, je plaisante. N'hésitez pas une nouvelle fois, hein, si vous avez derrière des questions, s'il y a des choses qui vous reviennent. Nous, on l'utilise donc au niveau de DNU. Il peut être installé chez les clients où vous a disposition sur des partenaires qui voudraient l'utiliser. On a un retour de Xavier, hyper pratique, le fait de pouvoir exécuter des jobs depuis Tor. Oui, effectivement, Xavier, on l'a peut-être pas forcément insisté sur le sujet, merci de le ramener, mais ça permet effectivement directement à partir de l'interface de lancer des jobs. On a notamment nous des clients où c'est effectivement les receveurs MOA qui exécutent directement les jobs et ils apprécient beaucoup de pas avoir à être en attente des équipes techniques pour l'exécution. Et les équipes techniques sont également assez contentes de ne pas être sollicitées systématiquement pour lancer les tests. Une idée du pourcentage de gain de temps avec Oui, Tor. donc pour, Alors, vas-y. on a dans les statistiques, hein, il y a 70% des projets de migration qui dérivent majoritairement à cause des dérives des tests de non-régression. Donc, il est difficile de mesurer et de donner un pourcentage, mais c'est surtout qu'effectivement, ça garantit les délais. Donc, par rapport à des dérives planning et budgétaires ou d'après les ratios du marché, voilà, liées aux problématiques de tests de non-régression, on a quasiment une dérive entre 30 et 40%. Voilà, même si on dit qu'on va pas arriver au risque zéro, on va de 30% de dérive à 5%, quoi. Parce qu'une nouvelle fois, la préparation des jeux de données, des tests, le fait d'historiser, d'organiser tous ces éléments à travers l'interface va permettre derrière systématiquement de pouvoir réexécuter et de limiter ces erreurs-là. Et ce que ça va permettre également, c'est que on peut avoir tous les tests qui sont OK, on historise ces résultats-là, on peut faire un déploiement. Il peut arriver au bout de quelques semaines qu'il y ait quelque chose, une donnée qui ne correspond pas aux usages métiers. On est en mesure également de savoir ce qu'on a validé, quelles données on avait, et justement de dire, bah, en fait, si ça a planté effectivement sur la prod 3 semaines après, c'est pas forcément que ça a été mal testé, c'est que le cas de données qui s'est présenté en production n'existait pas il y a 3 semaines dans les jeux de données, et ça peut être voilà, une création de nouvelles offres marketing dans un format qui n'existait pas, ou un produit ou autre qui n'existait pas, mais ça permet une nouvelle fois d'identifier assez rapidement sur ces Ouais, sujets-là. juste, je rebondirais sur, un exemple, très commun, toujours avec un utilisateur MOA, heu, qui va justement devoir solliciter l'équipe MOE à chaque fois qu'il veut exécuter quelque chose. Bon, le mail part, le MOE va pas forcément réagir tout de suite parce qu'ils sont occupés à faire autre chose. Ils vont le faire quand ils peuvent, alors que, là, on va court-circuiter tout ce processus et donner directement, l'accès à l'exécution, ad hoc à l'utilisateur. Donc il n'a pas besoin d'attendre. Donc il va y avoir un gain de temps déjà sur, les échanges entre MOA et MOE sur ce sujet. Ça, c'est sûr. Un autre gain de temps, qui me paraît quand même assez, important, c'est, la limitation de l'erreur humaine. Parce que bon, on va souvent devoir retester des choses dans le cadre de non-régression. Heu, on doit répéter la préparation des jeux de données, on doit exécuter, on doit regarder, et l'erreur humaine est quand même,
enfin, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et avec l'automatisation de tout ça, en fait, c'est juste je clique sur un bouton, le système s'occupe de tout et je suis garanti d'avoir toujours les mêmes jeux de données, les mêmes exécutions et les mêmes vérifications qui sont effectuées par temps. Sur ces tests-là, enfin, sur les schémas, on a mis source cible. Souvent dans les chaînes ETL, il y a effectivement des fichiers ou des tables intermédiaires. Et en fait, on peut exécuter ces cas de tests sur ces tables intermédiaires. Donc, ça permet que s'il y a un écart sur la cible finale, si on a exécuté les tests sur les étapes intermédiaires, d'identifier très rapidement où s'est situé l'écart. Donc là, il y a aussi des gains d'analyse au niveau des équipes data, quoi. On a un échange, Eric, hyper pertinent pour régler les 70% des projets de migration qui dérivent. Bravo. Merci, Merci. merci Eric. Et merci également Hervé pour le OK, super. Merci pour vos questions, votre participation, votre écoute. Nous allons donc Oui, clôturer dans les temps cet événement. Et une nouvelle fois, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori de nous contacter soit directement, soit via la page euh, TNU. il y, a, À y a- très. y a juste Ouais, une excuse-moi question Paul. de Prince. Il y aura un replay, je suis arrivé à quel j'ai retardé. Oui, la vidéo, a priori, devrait être sur LinkedIn et disponible. Exactement. Quand on va clôturer, elle sera effectivement disponible sur la page LinkedIn de DNU et elle sera également disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube de DNU. Voilà. Donc vous pourrez effectivement avoir le replay. Merci Merci à encore tous. et on vous libère. Bonne fin de matinée et bon appétit. Au revoir à tous.